Bonjour, bienvenue sur ce cours consacré à la chirurgie ambulatoire. Je suis le docteur Pascal Duffier, chirurgien orthopédiste, spécialiste en chirurgie du genou. J'exerce sur la clinique de Daumont, qui est une clinique totalement dédiée à la chirurgie ambulatoire. Aujourd'hui, je vais vous parler des complications en chirurgie orthopédique. Il y a de nombreuses complications, vous allez voir, qui sont plus ou moins graves. L'essentiel de ces complications, bien sûr, vous ne les verrez probablement pas dans votre pratique courante, puisqu'elles vont arriver avant la sortie du patient de la clinique, ce qui entraînera son hospitalisation immédiate. Et parfois, ces complications peuvent arriver de manière retardée. Et c'est là que vous pourrez être éventuellement sollicité en tant que praticien proche du patient dans votre quotidien. Plusieurs signes d'appel vont pouvoir faire évoquer une complication, notamment la fièvre, c'est la principale chose qui va être inquiétante chez le patient post-opératoire. Cette fièvre peut être multifactorielle, elle peut être favorisée bien sûr par une infection, c'est ce qui est le plus redouté par les praticiens. Elle peut être également liée uniquement à la résorbation d'un hématome profond notamment, qui va entraîner une élévation modérée de la température. Et puis parfois, on peut également être fébrile dans le cadre d'une maladie thromboembolique, que ce soit une phlébite ou une embolie pulmonaire. Et dans ces cas-là, on va repérer un signe clinique assez caractéristique qui est l'asynchronisme entre l'élévation du pouls et de la température, puisque la fréquence cardiaque doit monter à peu près de 10 battements par minute chaque degré de température. Il faudra bien sûr, en cas de fièvre, toujours contrôler le site opératoire et la cicatrice du patient. Il faut rechercher une inflammation locale, un écoulement ou tout autre signe d'infection. Il faudra bien sûr solliciter dès qu'il y aura un doute sur une cause locale l'avis du chirurgien qui est bien sûr spécialisé et à même de réagir de manière adéquate en cas d'infection. Bien sûr, comme tout patient, il peut être atteint d'un syndrome grippal ou d'une virose quelconque et à ce moment-là, le syndrome fébrile ne sera pas du tout alarmant. À part en cas d'urgence où le diagnostic sera évident, bien sûr, il ne faudra pas hésiter à faire un bilan biologique afin de rechercher un syndrome inflammatoire en évaluant notamment la numération sanguine et la CRP. Et il faudra également éventuellement faire un Doppler s'il n'y a pas de signes infectieux locaux afin de rechercher une maladie thromboembolique. Un autre signe d'appel pour le patient est la douleur. Celle-ci est bien sûr liée au traumatisme chirurgical, mais normalement doit être bien contrôlée par le traitement prescrit initialement. Cette douleur va être multifactorielle. Elle va être liée notamment à un excès de tension sur les tissus du patient, qui peut être lié soit à de l'œdème, soit à un hématome. Elle va être également d'origine neurogène, puisque chaque incision va traumatiser des nerfs sensitifs, superficiels ou parfois profonds. Il faudra bien sûr toujours rechercher une complication en cas de douleur exacerbée, notamment une infection, un syndrome d'éloge, et parfois d'autres choses plus bénignes. En cas de douleur mal contrôlée, il faudra bien sûr lutter contre les causes de cette douleur. La surélévation du membre va permettre de diminuer la stase lymphatique et veineuse, et donc diminuer l'œdème et l'hématome. Il faudra bien sûr glacer le membre pour également diminuer cette infiltration. Ne pas hésiter à utiliser certains anti-œdémateux qui vont avoir un intérêt, comme l'arnica, le produit qui s'appelle Extranase. Il va y avoir également des produits contre l'hématome, comme l'acide tranexamique, qui peut être donné chez quasiment tous les patients, sauf en cas de thrombose active. Enfin, les antalgiques et les co-antalgiques classiques, comme les anti-inflammatoires, les antalgiques de palier 1, 2, voire 3. Il ne faut pas hésiter à utiliser des morphiniques chez les patients douloureux. Et puis pour les douleurs neurogènes, le Lyrica va avoir également une action antalgique chez ces patients. Parfois, bien sûr, la douleur ne sera pas contrôlée. Il faudra ne pas hésiter à réhospitaliser le patient pour une prise en charge. Ça arrive rarement, mais c'est possible, afin de déterminer la cause de cette douleur inhabituelle et puis réaliser en association antalgique un bloc neurologique par anesthésie loco-régionale ou locale, éventuellement faire une titration morphinique et traiter bien sûr la cause qui peut être une fracture, une infection ou autre chose. Au quotidien, vous serez également souvent confronté au problème de tolérance médicamenteuse, que ce soit la tolérance des produits donnés au cours de l'hospitalisation comme les anesthésiants ou la tolérance des produits qui vont être donnés après l'intervention, notamment les médicaments antalgiques.
La nausée et le vomissement est une cause principale et les plus fréquentes d'hospitalisation après chirurgie. Il ne faut pas hésiter à donner à ces patients des antiémétiques classiques. La dexaméthasone a également un rôle démontré dans la prévention des nausées et vomissements. La constipation va être également un problème fréquent, notamment chez les sujets âgés ou les sujets qui vont être peu mobiles. Il faut bien sûr mettre les mesures de prévention classiques en place et réexpliquer aux patients la nécessité de bien s'hydrater, d'avoir un régime riche en fibres et ne pas hésiter à utiliser des laxatifs classiques. Un problème beaucoup plus rare, puisque souvent il est contrôlé avant la sortie du patient de l'hospitalisation ambulatoire, c'est la rétention d'urine. Celle-ci est principalement à redouter chez les hommes âgés qui ont des prostates hypertrophiées avec un risque de rétention plus élevé que la moyenne. Cela peut arriver notamment après rachianesthésie ou chez les patients traités par morphinique. Le traitement est nécessite souvent un sondage aller-retour du patient. Celui-ci peut être fait soit aux urgences, soit en consultation. Et les choses redeviennent en général dans l'ordre une fois que le produit anesthésiant ou antalgique est bien éliminé par le patient. Et enfin, les problèmes d'asthénie liés aux antalgiques, de chute, sont également à prendre en compte chez les patients âgés. Et il ne faut pas hésiter à changer ou arrêter une molécule qui sera trop forte initialement pour le patient et qu'il va mal tolérer. La vraie complication, que ce soit en chirurgie ambulatoire ou pas ambulatoire, bien sûr, c'est l'infection. En chirurgie orthopédique, c'est un vrai problème car l'infection est souvent profonde et quasiment toujours lorsqu'il y a du matériel qui a été implanté, que ce soit des prothèses, des encres pour les ligaments ou d'autres produits inertes. Voilà. Cette infection va se manifester par une douleur aiguë en général, des signes locaux inflammatoires avec la rougeur, la chaleur et la perte de la mobilité d'une articulation. La fièvre est également très fréquente mais pas toujours présente. Il faut savoir que beaucoup d'infections sont apyrétiques. Et puis bien sûr, il faudra systématiquement regarder la cicatrice du patient. On pourra voir des signes de désunion, d'écoulement purulent ou séreux, ou parfois sanglant simplement. Un hématome peut être surinfecté également. Le diagnostic de l'infection est en général clinique. En cas de doute, bien sûr, il ne faut pas hésiter à faire un bilan sanguin, mais il ne faut pas entraîner un retard diagnostique pour le patient. Il faut savoir que les prélèvements superficiels ne sont pas recommandés en chirurgie orthopédique, d'une part car ils sont souvent contaminés puisqu'on va recueillir des germes cutanés qui ne correspondent pas aux germes de l'infection, donc on pourra traiter à tort certains germes, et d'autre part parce que lors de la mise en culture en milieu bactériologique, les germes cutanés vont souvent avoir une croissance plus rapide que le germe responsable de l'infection elle-même et peuvent masquer justement ce germe. Et donc on va avoir une faillite diagnostique et donc du coup le risque d'une faillite thérapeutique et une perte de chance pour le patient. Les prélèvements doivent toujours être profonds, réalisés au mieux par le chirurgien, que ce soit une ponction articulaire ou éventuellement une biopsie au bloc opératoire réalisée lors du nettoyage chirurgical. Le traitement d'une infection en chirurgie orthopédique est toujours chirurgical. Il n'y a pas de traitement antibiotique à donner en urgence aux patients, sauf choc septique ou très mauvaise tolérance. Mais le traitement de l'infection consiste à exciser les tissus infectés, nettoyer les tissus ensuite et éventuellement changer le matériel si c'est une infection tardive. Il faut toujours éviter les antibiothérapies probabilistes car ils vont diminuer les chances de faire le diagnostic de l'infection, diminuer les chances d'identifier le germe responsable de l'infection et retarder la prise en charge du patient. Il y a donc une prise de risque importante pour le patient à donner une antibiothérapie probabiliste, d'autant plus que les germes qui entraînent les infections osteoarticulaires sont rarement sensibles à des antibiotiques comme la piostacine ou l'augmentin qui ne sont pas spécifiques de ces germes-là. Il y a donc un risque de perte de chance pour le malade. Il faut savoir qu'il y a des jurisprudences là-dessus et que ces pertes de chance sont reprochables aux praticiens. L'autre problème rencontré fréquemment chez le patient est l'hématome. Il y a bien sûr les hématomes minimes qui sont liés au traumatisme chirurgical, mais il y a bien sûr les hématomes beaucoup plus conséquents qui, cette fois-ci, peuvent être graves. Il faudra évaluer les critères de gravité qui vont être liés à la déglobulisation du patient, avec notamment le risque d'anémie aiguë et de mauvaise tolérance chez les patients les plus fragiles. Ces hématomes également, lorsqu'ils sont volumineux, peuvent entraîner des nécroses cicatricielles et des douleurs.
Il faudra bien sûr contrôler, si besoin, la numération plaquettaire, puisque les thrombopathies à l'héparine chez les patients traités par anticoagulants de bas poids moléculaire sont exceptionnelles mais peuvent arriver. Et lorsque le plaquette tombe sous 50 000, il y a un risque hémorragique important. En cas de segment actif abondant, il faudra bien sûr adresser le patient en milieu spécialisé et si besoin faire une angiographie, une embolisation ou un geste chirurgical pour traiter ce saignement. Le plus souvent, l'hématome est bénin et il sera traité par simple glaçage, repos, éventuellement pansement compressif. Un segment externe, bien sûr, pourra être également un signe d'alarme. Il faudra évaluer également effectivement si ce segment est sévère ou non et ne pas hésiter à réadresser le patient en son milieu chirurgical pour un geste d'embolisation ou un nouveau geste chirurgical d'hémostase. Et lorsque le saignement est plus modéré, un pansement compressif souvent suffit à faire l'hémostase et il ne faut pas hésiter à donner à ces patients un traitement par acide tranexamique afin de stopper le saignement. La dose de 2 grammes par 24 heures pendant 48 heures est souvent très efficace. La maladie thromboembolique est également un problème fréquent en chirurgie orthopédique. Elle est principalement localisée aux membres inférieurs, bien sûr elle peut être parfois localisée aux membres supérieurs. La maladie de base est la thrombophlébite, et donc la formation d'un caillot de sang veineux au niveau des membres inférieurs. Le diagnostic est bien sûr clinique, il va reposer sur l'apparition secondaire d'une douleur dans le mollet, des douleurs à la manœuvre de Homans, la perte de ballottement du mollet et un œdème douloureux. Cette phlébite peut parfois remonter la face interne de cuisse et on va retrouver également un œdème, une douleur à la pression locale. Le dosage des dédimères en post-opératoire n'a pas d'intérêt. Ceux-ci sont toujours anormaux, ce qui est lié à la réservation de l'hématome, à l'inflammation liée au traumatisme chirurgical. Et c'est donc une perte de chance et un retard diagnostique de faire doser les dédimères. En cas de doute clinique, il faut systématiquement adresser le patient à un centre de radiologie pour faire un échodoppler qui fera le diagnostic formel et ensuite un traitement adapté sera réalisé. Ce traitement peut être fait en ville le plus souvent, parfois le patient sera hospitalisé. Dans le traitement de la maladie thromboembolique, il faudra préférer les anticoagulants de type héparine de bas poids moléculaire ou héparine non fractionnée chez les patients insuffisants plutôt que les nouveaux anticoagulants oraux ou les AVK qui vont avoir des problèmes de risque de surdosage et des problèmes également pour l'antidote en cas d'hémorragie liée à un traitement anticoagulant actif. Il faudra bien sûr limiter les possibilités de marche si le patient présente un thrombus mobile, mais si le thrombus n'est pas mobile, le patient peut se déplacer normalement. Il faudra également bien sûr se méfier de l'embolie pulmonaire. En cas de dyspnée et de phlébite associée, il faudra adresser en urgence le patient pour faire un scanner, un angioscanner ou une scintigraphie et l'hospitaliser si il tolère mal l'embolie. Il y a d'autres complications ensuite plus spécifiques. Les complications liées à l'anesthésie en font partie. Il faut savoir que l'anesthésie, notamment l'anesthésie loco-régionale, a des risques particuliers, que ce soit lié au site d'anesthésie, comme le bloc interscalénique, ou au produit anesthésiant lui-même, comme la ropivacaïne. Le bloc interscalénique, de fait de sa proximité du nerf phrénique, peut entraîner des paralysies du nerf diaphragmatique et donc des insuffisances respiratoires. Souvent associé à ce problème, on va avoir un signe de Claude Bernard Horner qui va être caractéristique et permettre de faire le diagnostic de paralysie phrénique. La toxicité des anesthésiants locaux comme la ropivacaïne va également entraîner en cas de diffusion systémique des risques de troubles du rythme, d'hypertension et parfois des signes neurologiques comme des paresthésies, des acouphènes, des vertiges, parfois pouvant aller jusqu'au coma ou l'apnée. D'autres complications spécifiques vont être rencontrées en cas de chirurgie locale, notamment les syndromes d'éloge. C'est une véritable urgence thérapeutique. Il s'agit en fait d'une ischémie microvasculaire liée à la compression des petits vaisseaux contenus dans les nerfs et dans les muscles à cause d'un œdème ou d'un hématome à l'intérieur d'une loge qui, elle, est inextensible. Cette ischémie va entraîner une nécrose tissulaire et cette nécrose va survenir dans les 12 à 24 heures. C'est-à-dire que le traitement de cette pathologie doit se faire avant 12 heures au mieux, au pire avant 24 heures et au-delà n'a plus d'intérêt. On va rencontrer au niveau du membre supérieur, en cas de chirurgie de l'avant-bras notamment, parfois en cas de chirurgie de la main, et au niveau du membre inférieur, notamment en cas de chirurgie
articulaire du genou, notamment en cas des fractures du plateau tibial ou parfois en cas de chirurgie de la jambe et plus exceptionnellement en cas de chirurgie de la cheville au niveau du pied. Le diagnostic est clinique, on va retrouver une douleur importante au niveau des loges musculaires, une tension de celles-ci qui ne seront plus compressibles, les pouls vont être conservés, il ne faut pas confondre avec l'ischémie de membre, et on va retrouver souvent une rétraction des muscles fléchisseurs au niveau de la main avec une difficulté à étendre les doigts ou les poignets, au niveau des pieds également une rétraction des orteils. C'est une urgence absolue, comme je vous l'ai dit, puisque au-delà de 12 à 24 heures, le pronostic fonctionnel est définitivement engagé pour le patient et il ne pourra plus récupérer une fonction normale. En cas de doute, le patient peut être contrôlé avec une mesure de pression des loges. C'est un appareil souvent disponible dans les services de chirurgie. Le traitement en cas de syndrome de loge sera l'aponévrotomie, c'est-à-dire l'ouverture cutanée et des loges musculaires afin de permettre de restaurer la circulation microvasculaire. Hormis la séquelle esthétique, quand c'est pris en charge précocement, il n'y a pas de séquelles fonctionnelles à prévoir. Un autre risque après chirurgie est bien sûr le risque de chute. Il faut déterminer en cas de chute l'origine de celle-ci. Ça peut être un problème de mauvaise tolérance médicamenteuse, d'anémie, parfois de paralysie qui peuvent être liées soit au traumatisme chirurgical, soit à l'anesthésie loco-régionale, notamment en cas de bloc du nerf sciatique poplité externe. Le patient n'a plus de releveur pendant 12 à 24 heures et en cas de bloc crural, le patient va avoir un bloc moteur du quadriceps pendant la même durée. Il faut ensuite évaluer la gravité de cette chute. Plusieurs choses vont être des signes d'alerte, notamment le saignement ou la présence d'un hématome, l'apparition d'une déformation du membre, un raccourcissement, une angulation notamment, l'impossibilité de la reprise de l'appui pour le patient, l'impossibilité à mobiliser son membre, avec ce qu'on appelle le syndrome clinostatique, qui est l'impossibilité du patient de relever la jambe du plan du lit. Il faudra bien sûr évaluer cliniquement ensuite la stabilité du membre en fonction de la tolérance douloureuse du patient et dès qu'il y aura un doute, il faudra faire un bilan radio pour rechercher une complication liée à cette chute. Tout un tas de complications sont possibles, notamment les entorses et les luxations sur les prothèses ou sur les chirurgies traumatiques. On peut avoir également des risques d'arrachement tendineux, de fractures, d'hématomes, de saignements et puis enfin de démontage du matériel qui va pouvoir malheureusement s'arracher de l'os car en cas de fracture ou en cas de chirurgie, au début, la tenue osseuse du matériel peut être limitée. On voit sur les cas radiographiques plusieurs signes d'alarme. En haut, une luxation de prothèse de hanche avec la déformation classique du membre inférieur en raccourcissement, abduction et rotation externe. On va également avoir une fracture du fémur un peu plus bas ou une luxation de prothèse de genou sur le dernier cas. On va rencontrer d'autres pathologies plus spécifiques, notamment en chirurgie du rachis. Il y a deux complications notables dont l'une est particulièrement urgente, c'est l'hématome compressif péridural ou hématorachis. Il va se manifester par l'apparition d'un déficit neurologique secondaire avec une paralysie des membres inférieurs notamment. Ceci est une urgence fonctionnelle absolue puisque la décompression précoce va permettre de diminuer le risque de séquelles pour le patient. Il faut donc adresser rapidement le patient à son centre initial ou via le SAMU pour prise en charge, diagnostic en cas de doute et thérapeutique dans un deuxième temps. Il faudra refaire une chirurgie locale de libération afin d'évacuer l'hématome et éventuellement d'améliorer l'environnement osseux local en augmentant la libération osseuse du canal dural. L'autre complication classique est la brèche durale. Il s'agit en fait d'une issue ou d'une hernie du sac dural survenue secondairement à la chirurgie. Cliniquement, on va retrouver des signes d'hypotension intracrânienne avec des nausées, des vomissements et un signe caractéristique qui est la céphalée orthostatique, c'est-à-dire que le patient va avoir des maux de tête debout qui vont se calmer lorsqu'il sera allongé. On peut avoir également des signes de vertige, une diplopie. Exceptionnellement, on va avoir un écoulement au niveau de la cicatrice qui sera séreux et translucide. Et cet écoulement, lorsqu'on le teste à la bandelette urinaire, va retrouver la présence de glucose, ce qui est caractéristique du liquide céphalorachidien. En cas de doute, on fera un scanner ou une IRM. La biologie en général est normale dans ce cas. Il faudra bien sûr réadresser le patient à son praticien
qui soit surveillera en cas de contenance de la brèche durale ou soit interviendra pour faire un patch pour boucher celle-ci. En pratique, il y a beaucoup de complications extrêmement bénignes au quotidien qui sont facilement gérables, mais de rares complications sévères auxquelles il faut savoir réagir plus ou moins rapidement. Bien sûr, il ne faut pas hésiter à orienter le patient vers son chirurgien ou vers le centre où il était pris en charge afin qu'il soit pris dans les meilleurs délais et éviter le risque de retard thérapeutique ou diagnostique. Les deux urgences absolues et immédiates sur le plan fonctionnel vont être le syndrome des loges et l'hématome rachidien. La prise en charge doit être extrêmement précoce afin de diminuer le risque de séquelles et doit se faire systématiquement quasiment en chirurgie. D'autres complications vont être plus ou moins graves en fonction de la tolérance clinique, que ce soit les maladies thromboemboliques, les infections ou les segments actifs. Il faudra donc évaluer la tolérance clinique du patient, sa fréquence cardiaque, sa température, sa saturation avec sa fréquence respiratoire, son état neurologique notamment au niveau des fonctions supérieures. Et bien sûr, en fonction du terrain, la gravité ne sera pas la même puisqu'un patient âgé, fragile, cardiaque, sera plus à risque et il ne faudra pas hésiter à faire hospitaliser le patient ou à l'envoyer en centre spécialisé en urgence. C'est sur ces mots que je finis ce cours. Merci encore pour votre attention.